Céline, moi je suis extrêmement heureuse de te rencontrer. Il n'y a pas une fois où on ne prend pas un café où je me dis, je vais rencontrer une personne super, je vais voir des bijoux géniaux. Et tu sais, il faut que je te dise quelque chose que j'ai appelé mon podcast Café Joaillerie. Parce que souviens-toi, il y a 2 ans, je me souviens. on a pris un café et en douce, entre le café, le sucre, la table, on a regardé des bijoux. Et depuis, c'est resté dans, j'appelle ça mes moments café joaillerie. Oui. Et donc, je voulais te remercier pour ça, parce que tu as été l'instigatrice de mon podcast. Je me suis dit, mais je rencontre des gens super. Je veux absolument que l'on parle bijoux. Je veux qu'on ait un moment. Il y a des fois, on parle un peu plus café ou vie. Il y a des moments, on parle joaillerie. Donc, toi, tu as concrétisé mon idée. Donc je voulais te remercier pour ça. Merci de me le dire. C'est un moment entre parenthèses, vraiment. C'est ça. Et je voudrais, dans ce podcast, j'ai l'habitude de commencer toujours par une première question, qui est le parcours. Pourquoi ? Parce que ça permet à des personnes d'environnements différents, ou même dans la joaillerie, dans la gémologie, de se dire, il y a des écoles, il y a plein de chemins qui sont très bien. Puis il y en a d'autres qui ont des parcours des fois différents. Et l'idée, c'est de comprendre un petit peu ce qui se passe dans ces vies-là. J'aimerais, s'il te plaît, que tu nous fasses revivre un peu ton parcours. Le feedback à partir de mes 8 ans. Oh là 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 Alors voilà, j'en ai 54 et j'adore vieillir, donc tout va bien. Et les 8 ans, c'est la découverte d'une émission sur l'Égypte. Et donc, je me suis dit, je serai égyptologue. Et mon père me dit, égyptologue, ça n'existe pas comme métier. Et je vais chercher le dictionnaire, je cherche égyptologue, et égyptologue est écrit dans le dictionnaire. Et je montre à mon père et je lui dis, papa, égyptologue, ça existe. Et c'est même écrit dans le dictionnaire. Je serai égyptologue. Et donc, je commence à tapisser mes murs avec tout ce que je trouve comme posters sur l'Égypte, comme plein de choses. À chaque fois qu'il y a une exposition quelque part, il n'y avait pas encore Internet à l'époque. Donc oui, on fait avec des livres. Voilà, on faisait avec des livres. Et on savait qu'il y avait une exposition. J'écrivais au commissaire de l'exposition pour essayer d'avoir un poster. Mais je lui disais, mais j'ai que 12 ans, mais je veux mettre ce poster sur mon mur parce qu'un jour, je serai égyptologue. Et on m'envoyait le poster gratuitement à cette époque. Donc voilà, donc je me retrouve à vivre dans une tombe hiéroglyphique, puisqu'il y en a partout. Et à l'âge de 16 ans, je croise la route de quelqu'un qui a créé le centre égyptien du Vaucluse, donc le centre vauclusien d'égyptologie, pardon. Et c'est pour apprendre les hiéroglyphes, mais à partir de l'âge de 18 ans, moi non, j'attends pas 18 ans, il faut que je les apprenne à 16 ans. Et donc on me donne l'autorisation de suivre ces cours à 16 ans et je rencontre là Bernard Mathieu qui sera le directeur de l'Institut français d'archéologie orientale, donc le grand poste de l'IFAO au Caire. Et donc j'ai des cours de lui et puis d'autres. Et donc voilà, mon univers est tracé. Et à 18 ans, je travaille beaucoup. Donc je travaille beaucoup mes cours, mais je travaille aussi beaucoup dans la vie civile parce que j'ai perdu ma mère très tôt. Mon père n'a pas les moyens de payer des études. Ouais, donc ton environnement, il n'est pas naturellement. Il y a des gens qui pourraient se dire, peut-être qu'elle vient d'une famille d'intellectuels, d'artistes ou de machin, ça va être jouable. Alors moi, j'ai eu la chance de venir. Alors j'ai perdu ma mère quand j'avais 14 ans, mais elle est partie de la maison quand j'avais 8 ans. Mais c'était une femme qui travaillait à un moment pour Cacharel et qui était dessinatrice de mode et qui faisait les patrons en dessin et j'adorais voir ça. J'adorais sa collection de fils de couleurs. Je trouvais ça extraordinaire. Et mon père, lui, il a embarqué marin à 16 ans parce que d'une famille bretonne et il n'y a pas beaucoup d'issues. Pour les familles très nombreuses en Bretagne, sauf devenir marin ou militaire. Et mon père embarque à 16 ans, c'est un petit mousse. Et il rencontre ma mère, et puis finalement ils ont mon frère, et mon père demande au capitaine d'avoir des cours privés par le capitaine pour pouvoir passer son concours de gendarmerie pour rester à terre. Et il réussit son concours de gendarmerie. Donc voilà, donc ce sont des gens
hyper inspirant. D'où le côté travail, l'impact de la Oui, notion oui. de travail Mais chez toi. Moi, ça m'a complètement. toujours impressionné. Et quand ma mère est décédée, mon père a pris la décision, soit on enterrait ma mère en Bretagne, on vivait dans le sud de la France, et on dépensait toutes nos économies parce qu'il fallait payer pour chaque ville, chaque village, chaque région. Il fallait vraiment payer des taxes pour ne pas faire passer le corps en voiture. Dans tout ça, donc mon père s'est ruiné. Et nous, il était hors de question qu'on enterre ma mère dans le sud de la France. Donc, elle devait être enterrée en Bretagne, à Matignon, là où était toute la famille. Et puis, il a dit, à ce moment-là, je ne pourrai pas vous aider pour vos études. C'est pas grave. Donc, je passe mon bac à 18 ans. Le lendemain, je suis à l'usine de melon. Et donc, j'étiquette du melon, je porte du melon, je bosse, jusqu'au jour avant l'entrée à l'université. Et qu'est-ce que tu choisis comme université? Alors, je choisis au départ Avignon, parce que c'est là qu'il y avait aussi des cours d'égyptien hiéroglyphique. Donc, je choisis ça. Et en fait, mon père arrive avec un billet d'avion. Et il me dit, c'est un aller simple vers l'Égypte. Wow, le cadeau! Tu pars au Caire. Et en fait, il faut savoir qu'à l'âge de 13 ans, j'avais acheté des adresses de pen friends. Donc c'était des gens à qui on pouvait écrire, qui avaient notre âge. Et il y avait une Égyptienne avec qui on a lié une amitié incroyable. Et je suis allée vivre chez Rim, au Caire. Et sa mère, qui connaissait tout mon parcours, qui connaissait, puisque... vous étiez amie puisqu'elle a vu, elle a su quand ma mère était décédée et tout ça, elle s'est transformée en mère de substitution. Et donc j'ai pu vivre au Caire pendant un an pour suivre des cours à l'université. Incroyable. Et en fait, je ne comprenais que l'égyptien hiéroglyphique. C'est pas facile à parler. Voilà, et pas l'arabe. Donc je me suis mise un peu à l'arabe au fur et à mesure. Et puis au bout d'un an, mon père me dit, écoute, tu choisis, qu'est-ce que tu fais? Et en fait, en parlant avec les équipes d'égyptologie, ils m'ont dit, écoute, il faut de toute façon, tu as un master puis un doctorat, donc il faut que tu retournes en Europe pour avoir ça, vas-y. Donc voilà. Donc je m'inscris, je fais ma première année à Avignon, qui ne se passe pas super bien à cause d'un prof. Et le recteur de l'université me permet de rejoindre Montpellier où il y a une chaire d'égyptologie. Il dit, Céline, tu veux être égyptologue, reste pas à Avignon. Tu files à Montpellier et normalement le DUG, les 2 années, on devait les faire ensemble dans la même université. Et là, je reçois une clause qui permet de partir pour la 2e année de DUG à Montpellier. Et donc, je suis égyptologie là, jusqu'en licence. Et puis... les débouchés en égyptologie, il n'y en avait pas. Alors c'est sympa côté études. Et donc j'annonce... Mais toi, ton côté concret? Alors du coup, je me dis, bon, s'il n'y a pas de job, je suis toujours passionnée par l'Égypte en fait. Et j'étais passionnée par les oucheptis, donc ces petits éléments de parure qui étaient glissés dans les bandelettes. Et notamment Sermet, qui était la déesse de la médecine, mais aussi la déesse des épidémies. Est-ce que c'était en métal ou en pierre? Non, c'est en céramique ou en céramique. Pierre. Ouais. Ok. Et donc j'étais partie en Égypte plusieurs fois, j'avais fait des photos de tout ce que je trouvais dans les musées sur Sermet et tout ça pour avoir une compilation de toutes les images et tout ça. Et puis une banque de données à un moment donné. À un moment j'ai une banque de données parce que je m'étais dit ça sera pour ma thèse de doctorat que finalement je ne vais pas faire en égyptologie. Et j'annonce ça à Christiane Reynaud, qui est la professeure d'histoire médiévale, puisqu'on était obligé de suivre toutes les périodes historiques. Je lui dis, je vais abandonner l'égyptologie. Hop, tu vas rester avec moi et tu vas travailler pour le Moyen-Âge. Et je fais, mais non, le Moyen-Âge, non, là c'est les épidémies, c'est la guerre, il se passe rien. C'est long même. Voilà. C'est même long dans l'histoire. Ouais, mais par rapport à l'histoire d'Égypte, moins. Oui, exact. Et elle me dit, mais non, mais pas du tout Céline. C'est quand même la construction des cathédrales, c'est quand même les monstrances, c'est quand même tout ça. Et elle me dit, écoute, j'ai quelqu'un au musée de la Princerie à Verdun qui voudrait que quelqu'un fasse une recherche sur tout le matériel archéologique qui est non documenté. Et il faut vider tous les cartons et faire un album de tout ce qu'il y a là-dedans et le référencer. Je vais aller voir ce que c'est. Et ça a allé de la cuillère à faire gallo-romaine jusqu'au Christ en plastique du XXe siècle. Et parmi tous ces objets, il y avait des accessoires de la parure du Moyen-Âge, notamment des choses en laiton. Et à un moment, je m'assieds, je me souviens très très bien,
dans ce grenier et je regarde attentivement des boucles de ceinture médiévales et je me dis mais qui faisait ça? Qui Pourquoi avait cet art? Pourquoi? Parce que c'était Pourquoi en travaillé. Est-ce que c'est quelque chose de courant? Est-ce que c'est quelque chose de précieux? D'où ça vient? Depuis quand est-ce que la boucle de ceinture a cette forme-là? Pourquoi cette boucle de ceinture du XIVe siècle a cette forme-là? Et qui produit et qui achète en fait? C'est ça quoi. Et j'arrive avec ces questions vers la conservatrice du musée. Elle me dit Céline, je pense que tu es mûre pour faire une thèse de doctorat sur le Moyen-Âge. Et il y a une personne que tu dois absolument rencontrer dans ta vie. C'est Françoise Piponnier de l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. C'est extraordinaire ces rencontres. Ah oui. Et alors, je prends contact avec elle. Je lui envoie des photos des différentes boucles de ceinture. Je dis, est-ce qu'on pourrait parler de ça? Et elle me dit, absolument. Et on se donne rendez-vous. Je vais la voir dans son bureau à Paris. Et elle me dit, Céline, ça fait des années que je cherche quelqu'un qui voudrait faire une thèse de doctorat sur la parure et le bijou à Dijon, au XIVe et XVe siècle. Mais c'est au moins 15 ans d'études, c'est au moins 15 ans de recherche. Il y a plus de 5 millions d'actes notariés, il y a 700 inventaires après décès, il y a tous les registres judiciaires. C'est un monde. Elle dit parce que l'avantage de Dijon, c'est que les archives n'ont pas été détruites et on a des collections complètes. Est-ce que ça t'intéresse de te lancer là-dedans? Alors je fais, ben oui, mais moi, je sais lire les hiéroglyphes, mais je ne sais pas lire l'ancien français. Et elle me dit, écoute, reste cette semaine avec moi, tu liras l'ancien français comme le journal. Et je reste... En une semaine, ouais. tu as la béaba de... Voilà, et je reste avec l'orthographe. elle une semaine et on passe des registres d'actes notariés, des inventaires après décès, les délibérations du conseil municipal et des choses comme ça, rien que pour apprendre à lire. Et c'est vrai qu'au bout d'une semaine, après, je lis ça comme le journal. Donc, il n'y a plus de frein. Et donc, je passe mon master sur la collection des objets usuels du musée de la Princerie à Verdun. Donc, c'est un master que je passe à Montpellier, qui était mon université. Et je me marie. Oh, Je me marie un mois après avoir soutenu mon mémoire. Et je mais dis, c'est un Américain, non, c'est un Belge néerlandophone. Ah, et pourquoi je dis Américain? C'est ma fille qui vit aux États-Unis. Ah voilà, excuse-moi, j'ai fait une éclipse. Et finalement, je dis à mon mari, j'écoute, je pense que je vais commencer une thèse de doctorat avec Françoise Piponnier à Paris. Voilà, est-ce que tu me soutiens? En fait, mon mari venait de mettre entre parenthèses sa propre thèse de doctorat en astrophysique parce qu'il voulait qu'on se mette ensemble, qu'on fasse une famille et tout ça. Il me dit, il n'y a pas de problème, tu y vas, tu fais. Donc je vais voir Françoise Piponnier, je lui dis, ok, je veux bien commencer une thèse de doctorat. Et elle me dit, eh ben écoute, ça ne sera pas avec moi parce que je veux donner de l'ampleur sur ta thèse, pas seulement se concentrer sur l'objet archéologique, mais faire vraiment une thèse d'histoire socio-économique sur le bijou. Elle dit, j'ai vraiment envie que tout le spectre soit étudié et je suis bien sûr ta référence, si tu veux, pour tout ce qui est le matériel archéologique. Et donc je vais voir Jean-Pierre Sausson, qui était à ce moment-là professeur à l'Université catholique de Louvain. Et il fait, chère madame, vous n'êtes pas en France ici. Vous allez devoir faire des études très sérieuses et très documentées. Vous ne pourrez rien affirmer sans avoir une note de bas de page qui reprend une référence d'archives. Ah, ça. Je fais ok, ça va peut-être s'avérer plus compliqué que prévu, mais non, voilà. Et alors, et finalement, le conseil de l'université se réunit parce qu'on était avant Erasmus, donc il n'y avait pas de lien entre la France et la Belgique Pas pour de les passerelle, diplômes. pas de Il n'y avait choses. aucune passerelle. Donc normalement pour la Belgique, je devais recommencer en première année. Sauf qu'il y avait une petite entourloupe, c'était qu'on pouvait faire un doctorat scientifique et non pas un doctorat légal. Et donc j'ai commencé le doctorat scientifique comme ça, puisque l'université a reconnu le fait que j'ai été apte à commencer un doctorat sur fonds propres, puisqu'il n'y avait pas de bourse doctorale quasiment à l'époque. Et c'est pour ça que j'ai bossé en fait en même temps que ma thèse tout le temps, enfin voilà. Ouais, okay. Et j'ai eu mes enfants, et j'ai bossé ma thèse, et j'ai travaillé. Toute une vie. Voilà, toute une vie. Et donc voilà, j'ai commencé ça, et
Et j'ai adoré. J'ai adoré. Donc j'ai commencé à lire les inventaires après décès et j'ai réussi à répertorier 8500 descriptions de bijoux entre la période de 1363 à 1477. Et donc ça, c'était les bijoux qui étaient dans les inventaires après décès. Puis après, j'ai pris les procès criminels, où il y avait aussi les descriptions de bijoux qui avaient été volés, détruits et tout ça. Donc ça a augmenté ma base de données. Puis après, j'avais vraiment des descriptions mais très précises aussi dans les délibérations du conseil de ville, qui produit, pourquoi, dans quelles conditions, à quelle heure on s'arrête de travailler. Pourquoi est-ce qu'il y avait ces actes-là? C'est parce qu'il y avait des taxes sur... Non, il y avait des statuts de métier. Ah, ok. Et les statuts de métier étaient réglementés en fait. Donc ils ont commencé d'où la référence, voilà. D'où le référencement, d'où c'est tout ça. Donc à Paris, c'est à partir du XIIe siècle que les métiers sont réglementés. À Dijon, ce sera un peu plus tard, c'est à partir du XIVe siècle. Mais on va se baser sur les statuts parisiens. Et donc les orfèvres devront respecter un nombre de limitations, ou un nombre, par exemple, utiliser uniquement de l'or 18 carats pour tel et tel type de pierre. On ne peut pas enchâsser un diamant dans de l'argent, par exemple. Donc il y avait plein de choses qui faisaient qu'on n'avait pas le droit non plus de lester un bijou avec du plomb ou quelque chose comme ça, parce que sinon c'est un mensonge. Voilà, exactement, ça contrevient à la... ça. Donc il y avait toute une réglementation économique et sociale en fait du métier d'orfèvre et de la production d'orfèvrerie. Et donc voilà, c'est ça a été ma thèse. Et donc le titre de ma thèse, c'est l'impact social et économique dans la production du bijou à Dijon entre 1363 et 1477. Et c'est plus sympa quand tu l'expliques, parce que le voilà. titre il n'est pas funky. Alors le titre n'est absolument pas funky. Et en fait au départ, moi je faisais une thèse d'État en Belgique, donc ça veut dire que c'était un ouvrage qui devait faire 3000 pages et qui devait servir pour les 30-40 prochaines années au niveau de la recherche. Et arrivé quelques années avant ma défense finale, on m'a annoncé que c'était plus que 600 pages. Donc tout ce que j'avais écrit, toutes les pages que j'avais écrites, il a fallu les réduire, il a fallu recondenser, donc il m'a fallu 5-6 ans pour résumer ces 3000 pages. Et puis finalement, voilà, j'ai soutenu en 2021, en fait, après avoir attendu une dizaine d'années. Alors c'est pas gentil à dire, mais j'ai dû attendre la mort de mon directeur de thèse parce que c'était un frein pour ma défense. Il ne voulait pas que je défende. Une femme n'avait pas besoin de faire un doctorat. Elle devait rester à la maison pour s'occuper de ses enfants et de son mari. Donc, entre-temps, j'ai changé de directeur de thèse, mais il était toujours dans mon jury. Et donc toujours un problème, voilà. Toujours un poids. Et donc toujours moi, pendant ces 10 ans, j'ai continué à m'inscrire en doctorat. J'ai continué à faire des recherches le soir. J'ai continué à augmenter ma bibliographie, à adapter avec les nouvelles recherches qui étaient faites, à visiter encore les expositions sur le bijou médiéval et tout ça. Et donc j'ai soutenu ma thèse en 2021 alors qu'elle était prête en 2011, mais ça n'est pas grave. C'est terrible ce genre de choses. Ce n'était pas du temps perdu dans le sens où j'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires, notamment Geoffrey Egan, qui était le chef du service archéologique à Londres et qui s'était occupé de rechercher tous les objets dans la Tamise. Il y avait énormément d'objets médiévaux dans la Tamise, notamment des boucles de ceinture, qui ont résisté à l'eau, au sable, voilà. Etc. Et en fait, Geoffrey m'a permis de rester dans les caves du Museum of London et j'ai pu ouvrir toutes les boîtes. Et j'ai rencontré aussi John Cherry qui était au British Museum. Et là, c'est pareil, j'ai eu accès à plein de choses. La seule résistance que j'avais, c'était par rapport au musée français, qui n'ont jamais voulu m'ouvrir leurs portes dans leur collection. Donc, nous avons, avec quelques scientifiques, décidé de boycotter les collections françaises en tant que scientifiques parce qu'on n'avait pas accès aux collections. Voilà. Est-ce qu'on peut juste, de manière explicite ou plus simple, dire pourquoi est-ce qu'il y a ce barrage-là chez nous? Est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est parce que c'est une femme? Est-ce que c'est, tu vois, vu que tu as des réponses diverses et variées? Je pense que ça dépend aussi des conservateurs. Il y a des conservateurs qui pensent que les collections dans les musées leur appartiennent, alors qu'il s'agit des collections françaises. Oui, il y a une notion différente. Voilà, et que les collections d'un État doivent être accessibles aux chercheurs.
Et malheureusement, il y a des... je ne vais pas citer de nom parce que ça ne sert à rien, mais il y a des conservateurs qui pensent qu'il s'agit de leur propriété exclusive. Alors heureusement, depuis les 5 dernières années, 10 dernières années, on voit le changement. On voit la numérisation des collections, l'accessibilité au public, public de chercheurs. Et heureusement, voilà, parce que... on voit même des bijoux dans les musées, alors qu'il y a quelques années, ça n'existait pas. Ça n'existait pas, c'était futile, donc voilà. Alors que cette recherche sur le bijou, elle touche vraiment l'histoire économique à 100%. Mais ce sont des métiers, et puis ça touche aussi tout ce qui est commerce. Contrats commerciaux, contrats de partenariat, toutes les routes commerciales qui sont développées avec l'intelligence humaine, tous les conflits qu'il peut y avoir qui coupent l'accès aux mines. Donc en fait, on est sur une échelle beaucoup plus large. C'est un petit objet qui revêt d'autres incidences, en fin de compte, et peu le saisissent dans ce sens-là. C'est ça. Et alors le problème que j'avais aussi dans les musées, c'est que quand j'arrivais à avoir certains bijoux, il n'y avait pas d'analyse gémologique sur ces bijoux, donc je suis devenue gémologue en fait, tout simplement pour pouvoir avoir mon laboratoire avec moi, toujours dans ma mallette, et faire mes propres analyses gémologiques. Tu fais ta gémologie où ? Moi j'ai fait ma gémologie à l'IGI, donc l'International Gemological Institute à Anvers. Donc ça c'était pour les diamants bruts, les diamants taillés, les pierres de couleur, les perles. J'ai fait les diamants de couleur au HRD, le Hooggraad van Diamant, parce que voilà, c'est à Anvers aussi. C'est l'Amérique. Voilà, j'ai fait les opales au Canada, puisqu'il y avait un des grands chasseurs d'opales qui donnait des cours au Canada, à l'école de gémologie de Montréal. Et donc, et parfois je me paye des cours dans différentes écoles, mais des cours privés, pour connaître pour un plus. Voilà, pour connaître les dernières connaissances en traitement des pierres. Donc voilà, et ça c'est des cours que je paye moi à la journée pour avoir un état des lieux, pour pouvoir regarder dans certaines pierres. Parce que ben voilà, en tant qu'expert en bijoux, la plupart du temps, moi j'ai que des pierres de qualité, quoi. Donc c'est même le niveau suprême, d'après ce que j'ai vu dernièrement. Voilà. Donc il y a ça, et il y a tellement. La science a beaucoup changé aussi. Oui. C'est-à-dire que dans le bon sens et le mauvais sens. Oui. Dans le bon sens, on peut analyser plus de choses. Il y a un savoir qui est en train de se mettre en place et très sérieusement. Oui. Et en même temps, la science a permis des mystifications, des choses moins claires, je dirais, entre parenthèses, entre guillemets, etc. Et il faut être, très aware. Il faut une adaptabilité mentale par rapport à ces nouveaux questionnements sur des pierres. Donc par exemple le Patparacha, c'est vrai qu'on en voyait un orange rosé avec un Hawaiian Sunset, on se dit ça c'est un Patparacha, mais forcément c'est pas forcément un Patparacha, ça dépend en fait de sa composition chimique. Et c'est là où beaucoup de gens n'ont pas la perception en gémologie de ce que ça apporte justement, et ça a du sens. Et c'est ça, une tourmaline bleue n'est pas forcément une Paraíba, donc voilà. Mais c'est très intéressant. Et tous les bleus ne sont pas Paraíba. Et tous les bleus ne sont pas Paraíba, voilà. Et tous les bleus soutenus en aigle marine ne sont pas des Santa Maria. Donc, mais c'est une couleur se rapprochant de Santa Maria. Donc moi c'est ce que je marque dans mes notices. Et pour revenir en fait, donc ok, je suis devenue gémologue, et puis la thèse faisait que j'ai dû approcher forcément dans le savoir médiéval à toute cette notion de pierre bienveillante, malveillante, tout ça, parce que ça faisait très partie du Moyen-Âge. Et donc, du coup, je suis approchée par des experts judiciaires de Belgique, notamment un juge, un avocat pénaliste, sur un cas de cadavre où il y avait des pierres sur le corps, et il a fallu regarder les pierres, si les pierres étaient naturelles, synthétiques et tout ça, et est-ce que ça correspondait à des flux chauds, moi, de l'imaginaire philosophique d'une société secrète ou un truc comme ça. Et en fait, c'est lourd. Pas du tout, donc c'était vraiment pas du tout ça. C'était vraiment du bullshit comme on dit, et donc ça a permis de repartir sur de nouvelles bases pour plus scientifique sur ça, et on m'a demandé de devenir expert judiciaire.
Donc en même temps, ça se passe à quelle période, toi, dans ta vie? En 2014, voilà, on me demande de devenir expert judiciaire. C'est pas rien, parce que c'est quand même Enfin, je veux dire par là, c'est le domaine judiciaire de la justice, on est sur... Moi, j'adore le droit, je trouve que vraiment... Mais tu es curieuse de tout. Oui, c'est ça, mais alors c'est vrai que moi, le droit faisait partie de ma thèse aussi, puisque... Il fallait parler du droit coutumier, il fallait parler de tous ces actes normatifs, voilà, de la société civile et tout. Et en fait, je faisais du droit tout le temps dans ma thèse aussi, donc c'était vraiment pas difficile, quoi. Ton cerveau était déjà habilité avec ce genre de choses. Voilà, c'est ça. Et puis, c'est vrai que quand on me sortait dans mon cursus d'expert judiciaire des textes, là, je me disais, oh tiens, ça ressemble au droit coutumier en Bourgogne, en 1363. Et c'est trop chouette, quoi, parce qu'on fait les liens tout de suite entre les choses. Voilà. Donc voilà, je suis devenue expert judiciaire, et puis voilà. Et puis un jour... Comment tu rencontres la joaillerie et les ventes aux enchères, etc. Parce que moi, je te connais sous ce profil-là. Oui, alors... un jour, plusieurs jours, je vais voir des ventes et je me rends compte qu'il y a des erreurs en fait dans les pierres qui sont mentionnées dans les catalogues d'expo. Et j'ai mon matériel toujours avec moi dans ma petite mallette, donc je dis est-ce que je peux regarder ça, tout ça. Alors je pense que ce serait bien que vous changiez la dénomination de cette pierre parce que c'est pas une tourmaline en fait, c'est ceci. Et donc petit à petit, donc je leur indique qu'il faut faire très attention parce qu'ils risquent d'avoir un retour de marchandises puisque c'est pas les bonnes dénominations, c'est pas les bonnes pierres, et voilà. Et donc j'aide comme ça, mais volontairement, hein, parce que en fait c'est juste la curiosité qui faisait que voilà. Et petit à petit, voilà, je suis connue et on voit quand j'arrive avec mon matériel, je dis ah bah tiens Céline, est-ce que tu peux regarder ça et ça et ça, et voilà, donc je regarde et c'est très chouette. Et puis à un moment, il y a Milon Belgique qui cherche un expert pour les ventes de bijoux. Et on m'appelle. Parfait, il trouve. Voilà, et on s'assied au bar de la salle de vente. Et on me dit est-ce que tu as envie de démarrer un département et de construire un truc? Ah, je fais oui, mais moi si je construis quelque chose, c'est pour être la meilleure en Belgique en fait. C'est pour vraiment faire des ventes que de bijoux. Je ne veux pas vendre une table, une chaise, un vase, et il faut que ce soit foulard, vraiment un sac. Que des bijoux. Et d'accord. Et en fait, je reçois une liberté absolue pour monter mon département. Voilà. Et donc, est-ce que là, tu vois, parce que la vente aux enchères, c'est très particulier. Tu as des professionnels d'un côté et des particuliers de l'autre. Comment, toi, tu gères ce genre de choses? Est-ce que les particuliers viennent à toi du fait de ton expérience, du fait du cadre, ou pour vendre? Comment ils... Le fait que je sois expert judiciaire aussi, ça fait que je fais quand même pas mal d'inventaires de succession, d'inventaires d'assurance ou des choses comme ça. Donc les gens me connaissent par rapport à ça et après ils veulent se débarrasser de certains bijoux. Ils n'en ont plus l'utilité, c'est pas quelque chose qu'ils portent, donc ils sont prêts à le vendre. Et à ce moment-là, moi je les aiguille là où je suis expert en salle de vente. Voilà. Parfait, ok. Moi, chaque fois que je vais aux ventes aux enchères, j'ai un souci qui est la désignation des pierres ou des bijoux. Au début, je pensais que c'était un us et coutume des maisons. Or, il s'est trouvé que je t'ai rencontré et j'ai lu tes désignations, j'ai vu tes détails extrêmement intéressants et instructifs, et surtout on remettait des fois du contexte. Et maintenant que je sais que tu as fait la période médiévale, je comprends mieux sur certains bijoux comment tu es arrivé à être si pointu, parce que je me disais mais c'est incroyable. Il y a des périodes ou du côté régional qui sont extrêmement forts, et c'était assez intéressant. Et donc là, je me dis que toi, comment tu es perçu dans ce milieu-là? Parce que les us et coutumes veulent que pour un bijou, c'est 2 lignes, une pierre blanche, une pierre rose, une pierre verte, de temps en temps un carat qui est donné, etc. Et toi, par rapport à ce que tu à chaque fois apportes? Alors, j'ai été extrêmement décriée les 2-3 premières années, mais vraiment du lynchage, hein. Par message, ça a été vraiment... Mais par des professionnels, par des individuels? Par des professionnels, ah oui, c'est sûr. Et des marchands
qui ne voulait pas qu'on donne trop de détails. Ah, Parce que sinon, il y a la concurrence qui jouait et des choses comme ça. Donc, d'accord. Une pierre bleue qui serait juste bleue ne sollicitera pas l'intérêt de tout le monde, alors que si tu mets Voilà. que c'est un saphir patin couffin d'un endroit, etc., Voilà. il intéresse beaucoup plus de gens. alors, moi, Je comprends. Et moi, je me suis dit, c'est important que l'on fasse comprendre qu'un expert en bijoux soit gémologue. Et donc, j'aime expliquer ce que je vois dans les pierres. S'il y a une fracture qui est auto-réparée, mais qui n'apporte aucun dommage à la pierre, qui ne provoque pas une tension, qui fasse que si on dessertit cette pierre, elle va se briser, par exemple, si tout va bien, je dis fissure auto-réparée dans la pierre, ne présentant aucun dommage en cas de dessertissage. Donc ça, c'est quelque chose que je vais marquer. Voilà. Et qui a de l'intérêt. Et qui a de un l'intérêt. grand intérêt. Et par exemple, quand on voit des zones de couleur, mais que ces zones de couleur sont très belles, et où on voit la forme du saphir qui est extraordinaire dedans, je vais le mentionner. Donc je vais dire une très belle zone de couleur dans ce saphir. Et en fait, les puristes, entre guillemets, quoi, les marchands qui veulent revendre leurs marchandises, ils cherchent que du pur, avec couleur uniforme et tout ça. Ok. Mais il y a énormément d'amoureux des inclusions. Ah, mais j'en fais partie, donc je Voilà. comprends. Et donc souvent, je marque pierre très intéressante pour un gémologue. C'est ça. Et donc du coup, ça permet aussi d'atteindre des gens qu'on n'atteindrait pas normalement parce qu'il y a cette description qui est faite. Alors j'entends bien que tu as mis une pierre, oh elle était bonne celle-là, une pierre dans le domaine des marchands qui ne sont pas contents parce que tu redétailles et tu redéfinis un petit peu aussi potentiellement un domaine. Voilà. Tu arrives Mais là. j'avoue que maintenant, après toutes ces années, ils me remercient parce qu'ils me disent, mais Céline, on n'a même pas à se déplacer en fait. Dès que tu marques quelque chose, on sait. Alors, est-ce que ça amène pas ça aussi? Est-ce que ça amène pas une confiance? Ah oui, Est-ce que mais ça amène complètement. pas les yeux fermés? Céline, j'ai lu le descriptif, je l'ai compris, j'ai pas besoin de me déplacer, je donne juste mes coordonnées bancaires et Céline fait le job et je lui dis le budget, le patin, le couffin parce qu'on est dans une vente, donc c'est borné. Alors qu'il y a des endroits, moi je l'ai fait, je fais partie des potentielles victimes où on m'a dit que c'était une corne. Bah ça, je n'ai pas pu me déplacer. J'ai vu que c'était juste à recevoir, c'était du plastique. Oui. Et ça, je trouve ça honteux de la Alors, part de... Donc toi, c'est une garantie de sécurité pour tout le monde. Ben, je trouve que c'est la moindre des choses en fait. Je trouve que c'est la moindre des choses. C'est Je même veux pas à dire, ce niveau-là. Voilà. Si on vend quelque chose, on doit être transparent sur ce qu'on vend. S'il y a une fissure dans l'anneau qui fragilise l'anneau, il faut le dire. Si il y a un maillon écrasé, il faut le dire. Si la chaîne qui permet de retenir un collier, il manque un anneau et qu'il y a une réparation à faire, il faut le dire. Alors c'est vrai qu'au départ on me dit, oh là là, mais tu es en train de détruire tous les bijoux, tu es en train de faire un inventaire de tout ce qui ne va pas sur les bijoux. Non, je dresse Mais non, un constat du bijou. Et je un dis, peu comme tu faisais à l'époque de ta thèse, c'est ça, presque. c'est ça, c'est ça. C'est un constat sur le bijou. Et en fait, au niveau des ventes, si j'ai 10 rapports de conditions à faire réellement, souvent c'est des photos en plus, si j'ai 10 rapports de conditions à faire, c'est beaucoup. Je n'ai quasiment jamais de rapport de conditions à faire. Qu'est-ce que c'est un rapport de Un rapport de condition? condition, c'est quelqu'un qui va poser des questions sur les éléments qui font que voilà, il faut prendre une décision en connaissance de cause. Est-ce qu'il y a un préjudice fait au bijou? Est-ce qu'il y a des défauts? Est-ce qu'il y a des manques? Est-ce qu'il y a... Moi, je les marque déjà dans ma notice. Exactement, Donc, c'est transparent. voilà. Et puis, quand on prend des photos, souvent je dis attention, il faut montrer ça parce que c'est un dommage, mais je l'explique dans la notice. Ce dommage est réparable et n'est pas un problème. Donc, alors ça, c'est très pratique. Parce que quand je vois le nombre de gens qui doivent faire des rapports de conditions, passer des nuits à faire des rapports de conditions avant une vente, moi, sincèrement, ça se passe Ok. facilement. Ou même après les ventes se plaindre. Ah oui. Et là, on est dans le domaine juridique. Enfin, il y a un impact. Hein. On ne vend pas. C'est ça.
Et puis il y a des choix aussi que je fais. Par exemple, moi, des émeraudes qui sont trop traitées, je ne les prends pas. Ok, ça c'est ton Voilà. choix, ton prisme. Des Tu pierres, décides des que... pierres de synthèse, sauf si c'est sur du bijou art déco d'époque en bac cocktail, bien. Mais ouais, mais des pierres de synthèse actuelles, je ne vais pas les prendre. Ça ne m'intéresse pas. Je veux dire, moi, je vends du naturel. C'est comme je suis contactée peut-être 10 fois par jour par des gens qui veulent me laisser des diamants de laboratoire, des diamants de synthèse. Je ne prends pas. Je ne prends pas les pierres de synthèse. Voilà. Sauf si elles correspondent à une époque. Voilà. Une époque bien déterminée et que c'est la joaillerie d'époque. Là, je suis désolée, les pierres de synthèse, pour moi, actuelles, c'est pas de la joaillerie d'époque, c'est même pas de la joaillerie. Quand on est sur du 3D qui a dégouliné de partout en dessous, ça, je prends pas. Il y a des petits fils, Ouais, j'ai vu... et on me dit non, non, c'est une belle art déco. Ouais, non, non, c'est nuit, donc c'est bon. Donc voilà, ce sont des choix aussi de qualité où si on vient chez moi, on sait que si c'est une pierre de synthèse, on sait si c'est une pierre traitée, on sait si c'est une pierre chauffée, parce que c'est important. C'est une garantie de transparence et une garantie d'honnêteté. C'est ça. Et puis quand on me dit ah mais moi je recherche une pierre non chauffée, non traitée, alors il faudra mettre 5 fois le prix. Mais c'est pas tu un problème. sors ton billet et Voilà, on y va. c'est Ça se trouve, hein. C'est comme tout, Ça c'est se à tous les trouve. niveaux, tout se Ah oui, trouve. mais non, parce que j'avais que ça. Ah bah, alors à ce moment-là, vous avez une pierre naturelle, mais qui a été chauffée. Donc on a amélioré la couleur par la chauffe. Et c'est un traitement qui n'est pas grave dans le sens où Oui, c'est quelque c'est pas un chose drame. qui a été attesté depuis que l'époque romaine. Donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oui, mais là, on est en train d'élever des fois des fausses choses en problème, alors que il y a des vrais problèmes qui ne sont pas solutionnés, notamment en gémologie. Donc, remettons Oui. l'église au milieu du village, ça va être mieux. Pour faire une vente, je comprends, moi, les ventes aux enchères à Paris, il faut un parcours particulier. Toi, est-ce que tu as suivi un parcours particulier pour faire des ventes aux enchères? Ben non, puisque j'étais déjà moi hyper spécialiste dans le domaine du bijou de par ma thèse, quoi. Ok. Comment tu t'es familiarisé avec les us et coutumes des ventes aux enchères? C'est très particulier, hein, dans ces En fait, choses-là. c'est venu comme ça, quoi. Je veux dire. Très naturellement. Ah oui, complètement, complètement. Mais cette rigueur scientifique que j'avais, j'ai voulu l'appliquer à ce domaine-là. Point. Non négociable. Donc quand on me sort que mes notices sont trop longues et que ça n'intéresse personne, je ne suis pas d'accord parce que moi, tous les retours que j'ai montrent le contraire. Et il y a même des gens qui me disent « Oh Céline, votre petit catalogue de vente là, en fait je le garde sur ma table de chevet parce que de temps en temps je me lis une notice. » C'est bon ça. Alors ça c'est bon, ça c'est mieux. Ouais, C'est mieux. Mais alors après, ce que je peux te dire aussi, une chose qui est ma perception, c'est que moi je trouve le fait que tu mettes beaucoup des informations, il y a aussi un cadre que tu poses, il y a certaines fois une histoire en 2 lignes que tu mets. Moi je suis assez, alors je ne dis pas que je les lis le soir en m'endormant, mais je suis assez fan et je lis plus facilement ce catalogue-là que d'autres où je sais que ça ne m'apportera rien, je vais même m'arrêter aux photos. Et si les photos m'arrêtent, je vais aller consulter la notice. Alors moi, d'abord, il n'y a pas de petits bijoux. Il y a du bijou. Point. Il n'y a pas de sectarisme là-dessus. Exceptionnel, signé, non signé, ou du bijou régional très bas de gamme, ou encore du bijou fantaisie d'époque, comme je viens de faire un post là sur mon Instagram, sur du verre pressé violet. Tout bijou, il sort d'un contexte. Il n'est jamais créé par hasard. Il sort de tendance, il sort d'approvisionnement par rapport à des matières premières, il sort d'une époque et d'une tendance. Et il est important d'informer les gens sur la resituation du contexte en fait, dans lequel ce bijou voit le jour. Et de ce fait-là, moi, tu as attiré mon attention sur les bijoux d'Europe du Nord. Ah oui. Et sur les bijoux de Russie. Alors, et je me souviens d'un bijou Ilgiz qui était dans mes yeux magnifique et qui est toujours dans mes yeux magnifique, mais aussi de tous ces bijoux en argent d'Europe du Nord sur lesquels j'avais pas, je n'ai pas. Alors, je suis un peu tiraillée parce que c'est pas que. D'abord, je les connais pas. La matière faisant
je me dis, est-ce que c'est de la joaillerie ou pas? Mais justement, du fait de ton regard, tu as réussi à m'intéresser à cette gamme et de bijoux et d'histoires et de situations. Alors, ce qui est très intéressant ce sont des bijoux d'artistes, principalement. Parce que c'est souvent un artiste qui inspire après une collection et puis une maison. Donc on pense par exemple à Georg Jansen. Alors Hingis, c'est vrai que là c'était extraordinaire au niveau des techniques d'émail. C'est un des plus grands maîtres émailleurs, selon moi, au monde pour l'instant. Et donc quand on a des bijoux scandinaves ou nordiques, des steppes ou des villes, alors c'est très intéressant parce que ça nous ramène en fait à l'époque viking et au fait qu'à cette époque-là, on n'utilisait que l'argent. L'or venait principalement des rapts, des pillages et tout ça. Et donc ils ramenaient l'or dans leur pays scandinave et nordique. Et donc l'or, c'était pas vraiment quelque chose qui était super apprécié, quoi. Et par contre, l'argent l'était. Il faut aussi savoir que tout ce qui se passe au niveau nordique et scandinave, il y a un gros lien en fait entre les gens, leurs achats et l'éco-responsabilité. Donc, ça a un impact, oui. C'est une triangulation que je n'avais pas du tout en tête. Voilà. Et donc les mines d'argent, par exemple, qui étaient locales, ont servi et donc ont été exploitées de manière locale. Donc il n'y avait pas de transport à avoir, de chercher. Ça ne vient pas de Pain-Pain-les-Bains et au fond, dans la montagne. C'est ça, c'est ça. Et donc il y a un très fort ancrage à tout ce qui est local en fait. Et donc c'est pour ça que l'argent a une telle valeur. Et en plus il y a du poids parce que souvent ce sont des... Alors dans ceux que j'ai vu, du poids et puis dans les motifs, il y a... Est-ce que toi tu peux m'expliquer un peu? Il y a une très belle... des très beaux motifs. Alors souvent on est sur du plissage de feuilles d'argent par exemple, qui fait une sorte de vaguelette comme ça, qui reprend un peu les motifs des montagnes, des vagues et tout ça. Moi que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi la pureté des formes en fait chez les Scandinaves et les Nordiques. Et oui, c'est simple. Alors je voudrais pas que ce soit mal considéré ce mot-là, parce qu'il y a un côté simple mais nature, réelle. Je serais pas... hyper technique. Quand on prend par exemple un collier de Viviana Torun, qui travaillait pour Georg Jansen, on a un collier qui revient au centre, bouppant une tige avec un très gros quartz rutile. Et en fait, la courbe de ce torque nouvelle génération est hyper lisse, mais est parfaitement orientée pour s'adapter à un trou. Ce qui n'est pas facile parce que de temps en temps, ça pose sur les clavicules, ça va en avance, enfin on en a vu quelques-uns comme ça. Et ça, c'est l'aspect technique. C'est l'aspect technique. Ok, il y a une technicité qui va... Et c'est ce à quoi notre œil n'est pas forcément habitué en Europe occidentale. Où il y a de la fioriture, où il y a de la... je veux dire, il y a des garnements. Dans le sertissage, dans une autre façon richesse, de des pierres, des matières, des motifs. La plus grande simplicité exige un art technique extraordinaire. Mais il y avait un joaillier qui m'avait dit faire au plus simple est assez compliqué. Eh bien, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, et puis, j'aime défendre le bijou d'artiste. Alors ça, c'est une spécificité que je vois dans tes ventes. Oui. Typiquement, il y a toujours, je ne dirais pas une sorte de, j'allais dire une perle de perles. C'est-à-dire que non pas dans la matière, mais dans l'objet. C'est-à-dire que tu as un artiste avec un bijou qui date, avec une histoire ou une matière incroyable. Oui. Ça, c'est ton truc aussi. Voilà, ça j'adore. J'adore déranger l'œil. Et ce que j'aime, alors pour moi, dans la joaillerie, c'est le côté d'inventivité, de création, de technicité encore une fois, et aucune matière n'est interdite, aucune. Dès l'instant, tu as raison. On a un savoir-faire extraordinaire pour mettre cette matière à l'honneur. Et donc voilà, on a alors moi j'adore aussi
défendre les orfèvres belges. Parce que en Belgique, il y a ceci qui est extraordinaire, c'est que les gens sont super sympas, super simples et tout ça, mais ils osent, mais tellement de formes et tellement de matière. Et par exemple, on a Thierry Von Trieder là, avec du verre acrylique, plexi. Oui, ce qui n'est pas du tout... Voilà. On a l'école de Maretsu qui a fait des formes très mécaniques, comme ça, très organiques. Enfin, vraiment un travail du métal qu'on reconnaît parce que c'est lourd, c'est plein, c'est tortueux, j'adore. Voilà, et puis on a cette patte belge que moi j'adore et qui rejoint un peu ce qu'on retrouve au niveau scandinave. C'est pour ça le lien que tu aimes. Voilà. Dans la joaillerie, il y a des périodes, il y a des choses comme ça. Nous, en règle générale, on aime... toi, quelle est la période vers laquelle tu dis, ou une matière, ou un style, quelle est la période sur laquelle tu sais que tu fonds ou tu as un coup de cœur souvent? Aucune. Et je ne suis pas surprise. Ou toutes. En fait, tu vois, pour la prochaine vente du 10 décembre, là, j'ai une bague romaine. Parfaite. Un anneau plein. Avec une petite pierre au-dessus. Sculpté, c'est pas sculpté, non. Même pas. Non, la bague romaine. À côté de ça, j'ai une bague Medieval Revival, j'ai une bague Renaissance Revival, j'ai du Thierry Von Trieder en plexi. Je prends un plaisir fou à analyser tout ce qui passe sur mon bureau. En fin de compte, tu es très éclectique. Ouais. Surprenamment, tu as fait des études qui sont extrêmement ciblées sur des périodes, des choses comme ça. Ouais. Mais en même temps, dans tes ventes, c'est très éclectique. Absolument. Dans mes ventes, ce que j'aime, c'est qu'il y en ait pour toutes les bourses et pour tous les goûts. Voilà, ce n'est pas à moi d'établir le goût. C'est pas à toi de façonner. Tu sais que ça, c'est pas humble. C'est pas à moi de déterminer ce que les gens aiment, en fait. Et donc... tu donnes pas de leçons. Voilà. Et là, par exemple, la dernière vente que j'ai faite il y a une semaine, c'était... il y avait 100 broches pour commencer. Les 100 broches sont assez bien vendues et on avait aussi bien du pet métal que de l'argent, que de l'or, que des diamants, qu'une barrette art déco de malade, enfin vraiment que du chemin, il y a aussi bien signature que pas signature. Il y avait des broches à 50 €, il y avait des broches à beaucoup plus. Et en fait, j'adore présenter ça, quoi. Ok, donc tu ne fais pas partie de ces maisons qui disent, ou de ces experts qui disent, moi je veux une signature, je veux un poinçon, je veux une origine, je veux un truc. Ah non, pas du tout. Et la plupart des bijoux qu'on reçoit en Belgique ne sont pas signés ni poinçonnés. Donc tu as raison de le dire, dans ces cas-là, c'est ni le point d'entrée ni le point de sortie. Absolument pas. Et quand on tombe sur une signature en Belgique, on se dit « Oh là, qu'est-ce qui s'est passé ?» Pourquoi ces gens-là sont allés acheter Place Vendôme? C'est très bizarre parce que les Belges, en fait, ils aiment les pierres, les très belles pierres. Et ils aiment la très belle manufacture, on va dire. La belle réalisation. La belle fabrication. Et ils osent. Et souvent, ils font des bijoux de commande plus que des bijoux d'étal, on va dire. Voilà. Ils ne vont pas forcément acheter un bijou en magasin, ils vont faire appel à un atelier et ils vont faire un bijou. Voilà. Quand on te suit et quand on te connaît, il arrive certaines fois de te voir sur un continent et sur un autre. C'est quoi cette vie-là? Alors, cette vie-là, c'est que je suis curieuse. Je suis curieuse et je pars du principe que pour être au fait des informations, pour pouvoir conseiller au mieux, et c'est vrai qu'en expertise judiciaire, il faut être très précis dans ce qu'on raconte, il faut connaître parfaitement le marché.
Donc il faut aller dans les foires, il faut se renseigner sur le prix au carat des choses, il faut voir quelles sont les mines qui ont fermé, des nouvelles pierres. Là par exemple, j'ai eu la chance de voir des tanzanites vertes sapins. Oh, Oui, à Vicenza par exemple, extraordinaire. Donc, et on m'a laissé les regarder longtemps pour que j'ai cette lumière et cette couleur dans l'œil. Maintenant je saurais les reconnaître comme ça. et à l'intérieur, À l'intérieur, c'est clean, c'est assez clean en fait. Mais il y a, ce verre, mais un verre. c'est pas le verre de la tourmaline, c'est pas le verre de la savorite. C'est un verre très particulier et on m'a laissé le temps de vraiment les observer, voilà, pour que mon œil se fasse à ça. Donc, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de rencontrer des gens. J'ai besoin d'échanger, de transmettre des informations comme d'en recevoir. D'où le fait que tu as été peut-être dans une école, je t'ai vu au Canada. Oui, voilà. J'avais envie en fait de connaître le marché canadien. Et puis arrive une demande, on cherche une prof pour l'histoire du bijou et tout ça. Et voilà, donc j'ai tout de suite postulé, puis la directrice a dit oh là là mais non mais en fait elle dit je comprenais pas pourquoi vous avez postulé parce que votre CV il est trop lourd quoi. Et je me dis mais non mais moi je m'en fiche en fait, c'est pas je peux Rendez-moi service, prenez-moi, vous allez voir. j'ai dit je peux cacher mon CV si vous voulez et puis commencer et puis alors du coup on a fait ça et puis on a bâti tout le cours sur comment devenir expert en bijoux, donc vraiment sur l'évaluation des bijoux. Et puis on a monté le laboratoire et puis du coup de l'école de gémologie, c'est-à-dire l'institut gémologique qui est devenu une référence aussi pour les tribunaux canadiens. Donc voilà, c'était chouette. Tu fais un sacré boulot. Quoi. Ouais, c'était chouette, c'était vraiment une chouette aventure. Quoi. On Moi j'adore bâtir de rien en fait. Mais ça, mais comme dans tes études, tu es parti dans un domaine et puis tu as découvert plein de choses, l'Égypte, le Moyen-Âge, et en fin de compte, chaque fois, tu as une trame quand même dans ton cerveau qui fait bien les choses, qui va d'un... Ouais, mais je suis éclectique, voilà, puis c'est pas grave. Mais on a le droit d'être voilà, c'est ça. potentiel et d'avoir des ouvertures d'esprit, Dieu merci. Oui, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais... peut-être j'ai oublié quelque chose ou toi tu aimerais parler de quelque chose en particulier? Pour moi, le succès absolu, c'est de pouvoir, quand on crée sa société, c'est de pouvoir employer sa première personne. Ah. Ça pour moi, ça veut dire qu'on a atteint un point qui fait que par ses connaissances, son expertise et tout ça, on génère suffisamment de revenus pour permettre à quelqu'un d'autre de vivre de cette expérience, de cette expertise et de partager ses connaissances. Et pareil, voilà. Là tu es encore dans la transmission. Voilà. D'une autre manière, voilà. Tu vois ça comme ça. Et pourquoi tu nous dis ça dans ce contexte-là? Parce qu'aujourd'hui commence Lou Alexandre, elle commence un petit chemin avec moi, avec les héritières. On peut parler un peu des héritières? Oui, alors les héritières, c'est... en fait, j'ai donné des cours pour les commissaires-priseurs à Paris, plusieurs cours, et puis il y avait un commissaire-priseur qui aime ma façon de travailler, et donc il m'a recommandé pour une nouvelle plateforme qui allait se créer, c'est des héritières. Et il s'agit en fait d'un groupe d'amateurs, de bijoux sélectionnés avec soin. On n'est pas sur la plateforme où on a 50 000 bijoux à vendre. C'est du sélectionné. Pas marketplace. Voilà, c'est pas une marketplace. C'est aussi accompagner les gens dans leur inventaire, voir ce qu'ils ont envie de nous laisser et ce qu'on a envie de prendre. C'est conseiller à l'occasion de fiançailles. C'est conseiller quand quelqu'un cherche un bijou très particulier. C'est conseiller à la création d'un bijou en fonction d'une pierre. Voilà, c'est tout ce contexte-là qui n'est pas que de vendre, mais c'est aussi les rencontres qu'on fait. Et voilà, il faut être membre.
Et il y a différentes étapes à faire. Et quand, voilà, entre membres, c'est super, on se rencontre. Et des fois, on se rend compte qu'on change un peu la vie des gens qui avaient un passé lourd avec certains bijoux et qui se libèrent en se disant, mais en fait, j'ai le droit de les vendre et j'ai le droit de m'acheter autre chose. Et en fait, oui, tu as raison d'évoquer ça. Beaucoup de femmes vivent l'héritage des bijoux un peu, pas, je dirais pas mal, je vais pas faire le trait comme ça, mais en tout cas, ça sort de la boîte des grands-parents ou des parents, et ça va toucher. Voilà, puis ça va repartir dans une autre boîte. Voilà. Et là, mince, et on les voit zut. pas. Et on ne les voit pas. Et alors moi, ce que je fais beaucoup dans ce cadre-là, c'est expliquer le contexte de ces bijoux. Et souvent, quand les gens comprennent mieux le contexte, soit ils les gardent et ils les mettent, soit ils disent « Ah oui, mais en fait, ça ne me ressemble pas. » Donc, je vous le confie. Et voilà. Est-ce que vous avez eu des transformations? Oui. Ah, ça c'est... Voilà. Moi, j'adore le côté avant-après. Par exemple, une épingle de cravate. Une épingle de cravate avec une tête en diamant taille rose et qui a été transformée en pendentif sur or blanc avec une petite chaîne. Et c'est extraordinaire. Je veux dire, finalement, ce diamant de famille, il est toujours là. Mais il a le droit aussi d'évoluer. C'est ça, ouais, c'est ça. Ou une bague où on va récupérer les diamants, on va refaire une bague hyper moderne en or brossé. Et puis, ça va être d'une modernité extraordinaire. Donc, c'était un bijou 19e, quoi, au départ. Alors, moi, je ne suis pas pour détruire le bijou ancien, mais quand le bijou... Non, tu as raison, il faut spécifier. Il y a des bijoux, ça serait dommage de les il y a des détruire. Bijoux, même je dis, non, on ne transforme rien du tout, là, on laisse ça comme ça, parce que sinon... un motif art déco, il est beau tel quel. Voilà, c'est ça. Mais par contre, voilà, quand c'est une petite épingle avec une tête, avec un diamant et quelque chose comme ça, voilà, là, franchement, on n'est pas en train de détruire la joaillerie du 19e. Quoi. Non, on veut sublimer une pièce. C'est ça. Et transmettre. Donc les héritières, c'est une sorte de nouveau challenge, de nouvelle aventure. Tu vas y mettre ta patte aussi. Oui, c'est déjà fait. Voilà, et puis avec Amélie Vincent qui en est la directrice, on est souvent sur la même longueur d'onde en fait. Et c'est vrai que... La même vision du travail, la même vision du bijou ou la même vision de l'environnement que tu veux, professionnel. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai rencontré Lou juste une fois en fait. Et je me suis dit, c'est elle. Alors justement, comme on a Lou avec moi, je vais lui passer le micro 2 secondes. Lou, ça va pas être facile la tâche que tu vas avoir. Pourquoi? Parce que je voudrais juste que tu me dises, toi, alors on va pas se cacher, tu es plutôt jeune. Voilà, tu arrives dans le milieu de la joaillerie. J'aimerais que tu me dises un petit peu ce que tu ressens dans ce domaine-là. Moi, j'ai commencé à travailler dans les ventes aux enchères il y a 2 ans et demi maintenant. Et normalement, je voulais être dans la mode. Et en fait, quand je voyais des bijoux, c'était quelque chose où je me disais, je veux que ce soit à moi, je veux les porter, je veux en voir plusieurs, encore et encore. Et en fait, c'est de là où est venue la passion, où en fait, je voulais voir des bijoux encore et encore. Tu as la curiosité qui est déjà amorcée. Savoir d'où ils viennent, leur histoire et tout ça, parce que je trouve ça exceptionnel, le fait que tous les bijoux ont une histoire, et je trouve ça incroyable. Et le fait d'être avec Céline, où il y a un éclectisme, où il y a une diversité, où il y a des ventes aux enchères, il y a le conseil aux clients, il y a les héritières, il y a tout cet environnement-là. Comment toi tu le vis? Moi, ça va m'apprendre énormément de choses. Le fait rien que d'être avec Céline, c'est exceptionnel parce que c'est une femme qui connaît énormément de choses et qui va m'apprendre énormément de choses. Mais alors attends-toi à faire après la gémologie, je ne sais pas si tu en as fait ou pas fait. Oui. Bientôt, ouais. Voilà, c'est ça. Méfie-toi, tu vas rentrer dans un circuit de... Mais je suis extrêmement reconnaissante du poste que Céline m'offre parce que moi,
je vais pouvoir, elle va pouvoir me transmettre ses connaissances et j'ai vraiment hâte de commencer. Tu feras des envieuses, je pense, je ne saurais le dire autrement. Mais là, en vous écoutant tout le long, je me suis dit, ah oui, j'ai vraiment de la chance de travailler avec elle. Moi, je voudrais te remercier, en fin de compte, pour plusieurs raisons. Pour le fait d'être un exemple dans le domaine des bijoux. Peu de femmes ont ce positionnement, ce que je regrette infiniment, mais telle est la vie, et aussi d'être toujours en tête de liste, d'être toujours au devant des choses pour dire ta curiosité est une sacrée boussole, ton intelligence est plus qu'une boussole, je dirais même que c'est un sacré ADN. Tu montres aussi la force de travail parce que tu n'oblitères pas cette partie-là. Tu dis, alors attendez, pour faire ça, j'ai fait ça, j'ai vu ça, je peux dire de quoi je parle. Et toi, tu dis, je parle de ça parce que, un, je prends le droit d'en parler, mais deux, parce que j'ai toutes les bases qui sont, et les référencements et les références que je mets à votre disposition. Donc ça, je trouve ça extraordinaire dans le côté rôle modèle que tu as dans ce milieu-là qui est extrêmement un peu fermé, extrêmement un peu masculin, extrêmement un peu, des fois, pas obscur, mais ne tendant pas à la transparence. Or, toi, la transmission, la transparence fait partie de de ton ADN. Je suis assez fan de ça et en même temps, je suis fan aussi de la femme parce que il n'y a pas de mélange des genres chez toi. C'est très peinture nature. Tu voyages beaucoup, tu nous fais voyager avec toi, tu nous fais découvrir d'autres environnements, tu nous fais découvrir des fois les galères en dessous de ce qui se passe, sous le tapis. Dans un milieu des bijoux, en règle générale, on ne montre que le clinquant. Oui. Et de temps en temps, toi, tu peux dire non, là, c'est pas drôle du tout. Donc, ce genre de choses. Donc, je suis vraiment, moi, dans mes modèles de vie dans la joaillerie, tu fais partie de ces femmes qui ont de l'importance, qui font que, le podcast est né peut-être avec toi, parce que j'en avais marre que nos discussions ne soient qu'entre nous, même si j'y prends un plaisir personnel très important, et j'adore, mais je me dis aussi que qui n'aimerait pas avoir des discussions avec toi? Moi, je me poserais la question, qui n'aimerait pas avoir des discussions avec Céline dans le domaine de la joaillerie? Et je comprends Lou quand elle dit, mais moi, je suis au début d'un truc là, quelque chose qui est important. Donc, je voudrais te remercier à tous ces niveaux. C'est un peu gênant pour moi de te le dire en face parce que je me doute que tu t'attendais peut-être pas à ça et je m'attendais pas non plus à te le dire si ouvertement. Merci. Merci à toi et moi je me suis jamais considérée comme un modèle en fait, dans le sens où je fais ce que j'estime être droit et juste et je ne pourrais pas travailler autrement en fait. Alors il y a des lignes rouges que moi je ne franchirai pas, le respect pour les gens, la bienveillance. Pour moi on n'a pas besoin d'être un requin pour percer dans un milieu. On peut être vraiment dans la bienveillance et le partage. Et je pense que plus on partage, plus on reçoit. J'ai eu la chance là d'être acceptée dans des organisations internationales de très haut rang, comme la National Association of Jewelry Appraisers, la NAJA aux États-Unis, comme International Color Gemstone Association. Le président me dit mais Céline, pourquoi tu n'es pas membre en fait? Je ne suis pas gemstones dealer. Et il fait oui, mais tu es appraiser et tu es un expert. Et en fait, tu as toute ta place avec nous et on voudrait des articles de toi et tout ça. Je me dis bah c'est sympa. Enfin, à chaque fois. Tu es surprise même. À chaque fois, pour moi, c'est une grande surprise parce que ce sont des milestones comme ça dans ma vie, des endroits où. Je me dis, mais c'est trop sympa. En fait, là, par exemple, pour l'AJA, l'ICA et tout ça, je me dis, mais je rêvais un jour, peut-être un jour, de faire partie de ça, mais j'étais pas légitime, en fait.
je me sentais pas légitime parce que c'est pas mon milieu, c'est pas. Et puis on me dit, mais écoute, si. Oui, mais c'est... Et c'est pareil quand je fais des conférences aux États-Unis, la dernière fois à Tucson, en Arizona, pour l'ouverture, j'ai reçu mais tellement de compliments, quoi. Parce que les gens se disaient, mais c'est dingue, on arrive à faire le lien entre ce bijou et d'où il vient et comment et tout. Et en fait, pour moi, c'est tellement logique d'expliquer ça. Et j'en parlais à mon mari parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent en fait d'écrire un bouquin sur l'histoire du bijou. Et en fait, là encore, c'est pas que je me sens pas légitime, c'est que si je fais quelque chose, il faut que je le fasse bien. Il faut que ce soit ancré dans des sources qui soient véritables, qui soient des sources fiables. Parce que moi, les fake news et les machins comme ça, et tous ces trucs qui sortent sur Internet, ça m'exaspère parce que c'est basé sur rien. Et on véhicule comme ça des idées souvent 19e sur les choses, alors que ça n'a pas été vérifié. Et alors que les sources contredisent ça. Et donc voilà, si jamais je faisais un bouquin sur le bijou, ce serait un gros travail. Hein. Je veux dire, à la limite, même plus qu'une thèse de doctorat. C'est ça, j'ai l'impression que voilà. Ça pourrait être une vie, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, parce que souvent, ce que je trouve basique, des choses qui ne sont pas pour les autres, en fait. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué d'écrire en se disant, moi, ça, pour moi, c'est bateau. Mais j'arrive pas à voir le décalage en me disant, mais non, pour les gens, c'est important. J'arrive pas encore à faire ça. Ok, c'est un point de vue. Voilà. Des fois, il faut avoir un autre point de vue. Et j'ai lu un truc très intéressant par l'Union des classes moyennes en Belgique, c'est le syndicat des indépendants, qui disait arrêtez de vouloir être trop excellent pour une chose. Parfois, le fait d'être didactique est suffisant. Didactique, mais bien, voilà. Et en fait, je me dis, je vais peut-être suivre ce conseil. Et on va surtout l'appliquer aussi. Je vais le prendre et je le trouve très bien et on va finir sur ces quelques mots. Voilà. Merci. Je t'en prie. Merci à toi pour ton invitation.